Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement, le seul et unique en République de Guinée. Merci de nous pratiquer si c'est maintenant vous nous regardez à la télé sur les différents bouquets. Merci de nous suivre ou de nous écouter à la radio. C'est sur la 89.5 en bande FM si vous êtes dans vos différents véhicules en partance pour le boulot. Merci de nous écouter à Conakry et à l'intérieur du pays sur la même fréquence. Au menu de ce matin, déclassement du domaine de l'aéroport de Mafereya au profit de l'État. La décision suscite de nombreuses interrogations. Selon le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, la zone de 6000 hectares est largement habitée, mettant l'État devant deux options, soit procéder à des réparations pour conserver les 6000 hectares, soit respecter le règlement général d'urbanisme en déplaçant l'aéroport ailleurs, l'État disposant déjà de terrains suffisants dans d'autres localités. Le choix de déclasser le site s'est donc imposé de lui-même. Cependant, ce choix a-t-il été mûrement réfléchi? Quelles sont les nouvelles directives pour ce site déclassé? Nous ouvrons le dossier ce matin dans cette émission, le scanner. Enlèvement et torture d'Abdoul Sako. Le barreau de Guinée brise le silence. Dans une déclaration, l'Ordre des avocats de Guinée a exprimé son indignation et sa préoccupation face au traitement infligé à Abdoul Sako, responsable du Forum des forces sociales de Guinée, et a condamné le silence des autorités guinéennes. Le barreau dénonce avec la plus grande fermeté l'absence totale de réaction des autorités judiciaires qui n'ont jusqu'à présent fait aucune communication sur ce acte jugé inacceptable. Pour le barreau de Guinée, laisser perdurer une telle situation sans réagir constitue un renforcement à sa mission, un renoncement à sa mission régalienne. Bien que tardive, cette prise de position est nécessaire. Le barreau invite d'ailleurs les autorités gouvernementales à prendre toutes les mesures nécessaires pour élucider les enlèvements de Oumar Silla, alias Fonike Mengue, Mamadou Biloba, Sadouni Manga et Habib Marwan Kamara. Mort suspecte de 3 enfants dans une voiture à Kountia. Les résultats de l'autopsie écartent toute piste criminelle. 3 jours après la découverte des corps, la brigade de recherche de la gendarmerie de Koya chargée de l'enquête a rendu public ce lundi 24 février 2025 les résultats de l'autopsie. Selon ces conclusions, les enfants sont décédés par asphyxie due à la chaleur à l'intérieur du véhicule. Cette nouvelle est difficile à accepter pour certaines familles qui croient toujours à un acte criminel. L'équipe du scanner revient sur le récit de cette tragédie du côté de Kountia. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5 à la télé. Vous êtes sur Kavi TV, sur notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store, sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous avez le choix entre nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission. Sur notre page Facebook, tapez simplement Kavi TV. Vous êtes au cœur de cette émission. Également sur YouTube, TikTok, Instagram, tapez Kavi Média et vous suivrez l'ensemble de nos programmes. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. À ma gauche, Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah. Ça va ce matin? Bonjour Mohamed Ba. Ça va? Ouais. Toujours avec ce beau sourire. Allez, Yamoussa, toujours souriant. Allez, Mohamed Ba, bonjour, le PM. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Ça va ce matin également? Pourquoi il insiste à me saluer personnellement alors qu'il pourrait dire juste bonjour à tous? Je sais pas, mais bon, ça va. Bonjour, j'espère que tu vas bien, jeune homme. Oh, ça va, je comprends un peu le duel. Voilà, ça va. Tu sais, Marseille a non, mais celui qui salue n'a jamais tort. Ouais, ça tu as raison. Parce que, tu sais, Mohamed, la semaine où Marseille perd, il faut te méfier de lui. C'est juste le secret. Quand Marseille gagne, toute la semaine, il est joyeux. Je conseillerais à Abdallah de comprendre qu'il ne faut jamais tourner le couteau dans la plaie. Non, c'est juste un rappel pour ça, lui. C'est un premier point. Deuxième point, que celui qui salue n'a jamais tort. Ouais. Il faut saluer quelqu'un
quand il est 20h, je sais pas, 7h ici, tu dis bonsoir. Tu vas voir comment va être la réaction de la personne. Tu sauras que la personne aura tort. Maintenant, c'est compris. Voilà. Yamoussa, il ne faut pas saluer ton grand frère ce matin. Alors, bonjour Abdallah. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Sek, j'espère que tu vas bien. Allez. Bien dormi. C'est déjà compris. Pour vous, auditeurs et téléspectateurs, vous pouvez nous écrire sur le plus 224 629 95 67 67 uniquement par SMS. Mohamed, le premier sujet, on parle de ce déclassement du domaine de l'aéroport de Mafereya au profit de l'État. Une décision, on se pose encore la question qui a touché quand même beaucoup d'habitants de ce côté, des citoyens lambda qui sont partis quand même acquérir des terrains de ce côté pour bâtir ne serait-ce que des projets à long terme. Malheureusement, l'État en a décidé autrement. Abdallah, mais pourquoi ces populations, ils se plaignent de quoi? Ces personnes, ces citoyens se plaignent de quoi? Pourquoi on peut s'opposer à une décision gouvernementale, à une décision de nos autorités, que ce soit autorités locales ou au niveau central, si le domaine ne vous appartient pas, si vous n'avez aucune autorisation légale, j'insiste sur légale, parce que nous connaissons des cadres véreux dans ce pays, ils sont capables de tout pour vous désorienter. Nous sommes tous d'accord que depuis un certain temps, du côté de Mafereya, cela fait plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans aujourd'hui, depuis qu'on a commencé de parler de cet aéroport du côté de Mafereya. C'était un rêve pour tous les Guinéens, ceux qui ont entendu parler de ce projet qui allait être un projet gigantesque, parce qu'on pensait que du côté de l'aéroport aujourd'hui, Ahmed Sékou Touré, on pouvait le déplacer. On pensait que l'espace qu'on occupe là, il est temps d'aller dans d'autres villes, tout autour de Conakry, pour ne pas qu'on arrive à se réveiller tard. Au moment où on va prendre la décision d'aller déplacer l'aéroport de Conakry, on se rendra compte que tout autour de Conakry, il n'y a pratiquement pas de piste, de zone de terrain abordable, utilisable pour en faire un aéroport. Du côté de Mafereya, cela est resté là. On le sait, là où le projet, moi je n'ai pas été, mais ceux qui ont été savent qu'il y a une partie qui appartient vraiment à l'État. Qui appartient à l'État et qu'on a prévu pour un aéroport. Ça, c'est connu d'avance. C'est là au moins depuis plus de 10 ans. Au moins 10 ans. Cela existe depuis que ça a commencé sous le régime du président Alpha Condé. Évidemment. Ça, c'est une évidence, c'était là. Et dire maintenant qu'il y a eu des gens qui se sont déplacés, qui ont, pour une raison ou pour une autre, pour des informations erronées ou non précises, ont essayé d'acheter des terrains parce que de bouche à oreille, on les a fait comprendre que le projet n'aura pas lieu. Ils se sont précipités sur le site pour acheter des lopins de terre. Ça, c'est un autre sujet. Ok, ça, c'est un autre sujet dont on est habitué. Ça se fait depuis toujours, c'est comme ça. Et c'est l'argument même utilisé par le ministre Mori Condé. Oui. Parce que, est-ce qu'il faut, comment je peux dire, réparer toutes ces personnes? Parce que dès que, si je ne maîtrise pas très bien l'habitat, mais on me parle de 10 ans déjà si tu es propriétaire du terrien, et je pense que là, tu as certains droits. Et plus de 10 ans déjà, c'est autre chose. Sauf si je me trompe, il y a des localités. Ça existait, je crois, c'était je me trompe, dans le droit civil. Tu peux occuper un terrain. Sans qu'il y ait que tu l'achètes, tu es venu t'installer là. Pendant une période, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, je pense 25 ans, si ma mémoire est bonne, ma connaissance au niveau de ce code civil, au-delà de cela, tu deviens propriétaire automatiquement. Sauf maintenant si l'État a le besoin, comme déjà le terrain partout en Guinée, 245 857 km², partout où nous sommes, ça appartient à l'État. Et on ne dit pas de l'État, quand on dit l'État, ce n'est pas seulement celui qui est au pouvoir ou c'est les ministres. L'État, c'est tous ceux qui sont là, tous les Guinéens, sur le plan autorité, sur le plan espace, et sur le plan vraiment des habitants, de la population. Donc sur ce plan, on peut comprendre. Mais quand vous venez, juste il y a quelques années, 1, 2 ou 3 ans, vous venez occuper, parce que vous avez déjà entendu que le projet d'aéroport n'aura plus lieu, vous venez occuper, vous convertez votre projet, et quelque temps après, on veut récupérer, l'État veut récupérer ce qui appartient. Ça va être problème, et ça va poser des problèmes. Est-ce qu'il faut dédommager ceux qui sont déjà là? Moi, ça, je ne maîtrise pas le sujet, mais je pense
En tant que novice en la matière, pour moi, on ne devrait pas se permettre à rembourser quelqu'un. Ça, on ne peut pas rembourser sur ce plan. Parce que la connaissance, il est là. Et là, ceux qui sont venus savent ce qui s'est passé. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, le projet de construction de l'aéroport du côté de Maféria. Je suis désolé de le dire, mais le projet n'a jamais existé. Amen. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de document. Je le dis aujourd'hui, peut-être quelqu'un, avant la fin de l'émission, quelqu'un pourrait nous écrire que ce que je dis, ce n'est pas vrai. À ma connaissance, et de la connaissance de... C'était du tape à l'œil. C'était du tape à l'œil. Il n'y avait pas de document à la matière. Parce que si je le dis, ça n'existait pas. Tout projet, un projet d'une telle envergure, il faut des études de faisabilité. Parce que on parle de l'aéroport. On teste de quel type de terrain. La proximité, quantifier la proximité. Quel est l'espace qu'on doit laisser entre la piste d'atterrissage et la première maison d'habitation, c'est-à-dire au niveau local. Il faut arriver à le faire. Quel est l'impact économique, l'impact environnemental? Quels sont les projets qu'on peut avoir là? Quelles sont les universités, les écoles et ainsi de suite, les marchés qui doivent être là? Si cela n'a pas existé, le projet n'a jamais existé alors. Le projet là de l'aéroport de Maféria n'a jamais existé, Abdallah. On en a parlé, oui. Les ministres, on parlait de cela. Le ministre du président Alpha Condé, oui. Le premier ministre et tout ce qui... Et puis même certains ministres, certains conseillers même du côté de la présidence originaires de la localité. Je ne vais pas dire le nom des gens. Ont tout fait pour faire croire aux Guinéens qu'il y a un projet qu'on appelle... l'aéroport du côté de Maféria. Ça n'a pas existé parce qu'il n'y avait pas d'études. S'il n'y a pas d'études, on ne peut pas parler de projet. On ne te lèvera pas un matin comme ça. Ah là, il y a de l'espace derrière. Grave, alors. Je pense on peut mettre alors de l'aéroport. C'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre malheureusement. Là. Hier, on parlait de quoi? Hier, on parlait de Simandou. Oui. Ça, c'est notre problème. Et on revient aujourd'hui, on parle de la même chose. Une autre situation encore, je ne dirais pas carabinée, mais vraiment, ça ne peut pas faire plaisir, aux Guinéens à l'international. Se permettre d'annoncer pendant des années qu'il y a un projet, qu'on va le faire, c'est pas loin de Conakry, ainsi de suite, donc on va ouvrir là, ce n'est pas possible. Et je vais vous dire, je vais aller encore un peu plus loin. Quand on parle de construction de l'aéroport, on ne le fera pas seulement, juste on se lève là, on le fait. Il y a des détails techniques qui existent. Ces détails techniques, c'est quoi? Actuellement, si mes informations sont bonnes, du côté de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, c'est environ 500 à 600 000 passagers par an. Pour bénéficier, arriver à dire qu'on va délocaliser notre aéroport, on va trouver notre aéroport ailleurs, il faut au moins dépasser 1,5 million par an. Et nous sommes loin de là. Le ratio. Le ratio. Quelle est la nécessité alors pour les uns et les autres d'annoncer qu'on devrait avoir un aéroport du côté de Maféria? Sur quelle base technique? Sur quel chiffre on s'est appesanti pour pouvoir le faire? Une raison de plus de dire qu'il n'y a pas de document. Bien, il n'y a pas de document pour l'aéroport. Le gouvernement envisage encore d'autres projets. Ces projets ne sont pas cités. Moi, j'ai quand même eu à lire le ministre Mori Condé. On parle de projets, c'est vague. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de rectifier le tir? Mais énormément, oui, Abdallah. On peut bien rectifier le tir. Ça, je suis d'accord avec toi. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, du côté de Maféria, parce que le terrain existe, l'espace est là. Même si ça a été grignoté par endroit. Même si ça a été grignoté. L'État même reconnaît. Alors l'expression, si vous pouvez passer cette expression, même si ça a été grignoté, il faut chercher à dégrignoter. Oui, c'est ça. Il faut chercher à dégrignoter, passez-moi l'expression, pour que ceux qui ont commencé à occuper, qu'on les conseille de se déplacer, d'aller un peu plus loin. Ou d'attendre jusqu'à ce qu'on arrive à faire un travail technique. Qu'est-ce qu'on j'appelle ici le travail technique? Du côté de Maféria, on est tous d'accord que Conakry est en train de, chaque année, prendre la population est en train de grandir. Et ce n'est pas le cas de l'aéroport de Conakry. La population, ils sont combien à voyager par vol? Il y en a, ils ne sont jamais rentrés dans la cour de l'aéroport à plus forte raison d'avoir un passeport et de voyager. Il y en a, ils ont eu des passeports pendant des années, ils n'ont jamais voyagé, ça a expiré, ils ont repris. Des passeports tableau. Des passeports tableau. Mais voilà, désolé, c'est ça aussi la vie, il faut le dire. Mais on n'arrive pas à comprendre si on devrait maintenir cet aéroport du côté de Maféria. Ce n'est pas possible, on le laisse. On est en train de faire des rénovations, de restructuration, je ne sais pas quelle expression, mais employé beaucoup plus. Du côté de l'actuel aéroport de Conakry, on est en train d'agrandir. Ça, pour le moment, 700, 800 000, 900 000, 10 000 jusqu'à 1,5 million,
On a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans devant nous. Certains vont dire, mais mieux vaut-il, c'est le temps de garder les localités en attendant. L'État a toujours des possibilités. Un aéroport, plus de 30 km de Conakry, le centre de la capitale, ce n'est pas mauvais. Ça existe un peu partout dans le monde. Il suffit seulement de mettre des routes. Quand on a des autoroutes, il n'y a pas de problème par rapport à cela. C'est à l'État de travailler en la matière. Du côté de Conakry, comme on appelle à Mafereya, il y a possibilité de mettre deux voies. Ça, c'est possible. On peut y travailler là-dessus. Maintenant, du côté de Mafereya, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer ce qu'on appelle une ville aéroportuaire. C'est l'État qui crée une ville. Et cette ville, quand on va créer, c'est-à-dire quand on dit l'État créé, ce n'est pas l'État va construire partout, mais l'État crée des conditions. Tout ce qui est public, l'État essaie de mettre en place. Des bonnes routes, l'État met en place. La construction des universités, l'État met en place. Des grands marchés, l'État met en place. Les supermarchés, l'État travaille avec d'autres partenaires pour viabiliser le secteur. En ce moment, ce qui était prévu pour l'aéroport, on peut créer d'autres infrastructures et ça va inviter des gens à venir. Parce qu'il y a beaucoup. Pourquoi pas désengorger même Koya? Mais bien sûr. Parce que Koya, il y a quand même trop d'industrie. D'unité industrielle de ce côté. C'est la même chose. Oui. Maintenant, Koya, aujourd'hui, on en parle. Mais c'est de l'anarchie. Il faut le dire du côté de Koya. C'est de l'anarchie. Et l'État, c'est le bon moment d'anticiper, de se lever du côté de Mafereya pour pouvoir faire quelque chose afin pour éviter qu'on se retrouve de ce qui s'est passé de Mafereya. À partir de Sanoya, Ibangi à Sanoya, jusqu'à vraiment Frigiadi, je ne dirais pas que c'est de n'importe quoi, mais c'est le désordre total. C'est le désordre total. Donc on peut faire la même chose, une ville aéroportière du côté de Mafereya, avec tout ce qu'il faut avec infrastructure. Il y a le port qu'on pourrait créer, il y a l'aéroport qui est là, il y a l'autoroute, une grande route nationale qui relie Conakry à Freetown. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. C'est le temps de l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas récupérer juste, on dit que on a essayé de mettre ça dans le portefeuille de l'État. Il ne faut pas prendre pour distribuer entre des ministres, ne pas distribuer entre les cadres de l'État et ce terre-là. Il faut faire de vrais projets. De vrais projets de développement, vraiment au niveau de Mafereya. Oui, Yamoussa Cheikh Camara, de nouveaux projets annoncés par le ministre Mori Kondé après le déclassement du domaine de l'aéroport de Mafereya. On a quand même écouté Mohamed qui reste quand même sceptique. Sceptique qui annonce même dans cette émission que ce projet de construction d'un aéroport de ce côté n'a jamais existé. C'était que du tape à l'œil. Et oui, moi, je viens de l'écouter et c'est à lui que j'ai entendu cela. Et je peux dire qu'il n'a pas totalement tort parce que ça fait des années on entend ce projet de construction de l'aéroport. Le temps Alpha Condé, il y a eu tout le bruit autour. Je ne sais pas si c'était une manière de mettre la population de Mafereya en mais n'oubliez pas, excuse-moi, sur la même route là, on a mis juste quelques couches de goudron ici pour tromper le président Alpha Condé. Mais ce qui est sûr, en attendant de procéder à des vérifications et tout, parce que le monsieur il est sûr de ses sources, il lance même un défi. Et donc moi je ne peux pas dire autrement parce que le projet de construction a existé depuis longtemps et si vous partez là, vous n'allez pas voir une réalisation quelconque sur le projet, à part l'identification du site. Alors, si le site a été identifié depuis des moments et qu'à la dernière minute, on nous dit que c'est finalement déclassé, et donc, moi, je ne pense pas que cela doit mettre quelqu'un en colère. Parce que c'est l'État qui a décidé de faire quelque chose là-bas en ce qui concerne ce projet de construction de l'aéroport. C'est l'État qui a identifié les lieux. La population locale n'était pour rien en fait. Mais ce qui est sûr, Abdallah, il faut comprendre que la zone, depuis qu'elle a été annoncée pour construction de l'aéroport, fait face à une migration des populations locales. Cette convoitise. Voilà, un peu partout, les sous-préfectures relevant de la préfecture de Forêt-Caria, tout le monde se bouge, tout le monde vient pour construire quelque chose. Et c'est ce que le ministre Mori Kondé de l'Habitat a même dit comme raison, parce qu'aujourd'hui, la zone est sauvagement, prêtez-moi l'expression, sauvagement habitée. C'est ce qu'il a dit, hein. Alors, cette habitation sauvage ne peut pas permettre aujourd'hui à l'État peut-être de concrétiser le projet de construction, d'où les raisons du déplacement. Le site, pour le moment, on n'a pas encore trouvé d'autres zones, mais ce qui est sûr, l'État a beaucoup d'autres sites. Mais ce qui m'inquiète, c'est là-bas. Non, mais ils ont cité des lieux. Après, Mohamed parlait de distance. Excuse-moi de t'interrompre. Mohamed parlait de distance. Mafereya par rapport à d'autres sites
à part Koya, ça va être compliqué. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'État veut procéder à une extension même de la zone spéciale de Conakry. Si vous avez suivi avec intérêt l'intervention du ministre Mori Kondé, il a parlé de la création des villes secondaires. Et donc ça veut dire que le Grand Conakry peut aller jusqu'à Koya, Mafereya. Ça c'est très près. Donc si on considère que ça va toucher ces zones comme ça, on dit qu'on va procéder à... qu'ils vont réserver la zone pour en faire un usage mixte. Après, ça va se vendre. Pour en faire... Ça va se vendre comme des galets. C'est l'expression là qui m'était. Usage mixte là. C'est que je vais qu'on détaille. C'est quoi là, pour en faire un usage mixte, si l'on maintient l'explication de Mori Kondé, c'est qu'on va procéder à l'urbanisation de la zone, mais en respectant la réglementation générale de la chose en fait. Et donc, soit on procède à des constructions, des habitations, en respectant les normes, ou soit on construit des unités industrielles, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des investissements, selon le ministre Mori Kondé, des investissements qui vont se faire et qui entrent dans le cadre du projet, du programme Simandou 2040. Donc, il faut se mettre dans cette vision-là. On était dans le même studio hier et aujourd'hui, c'est encore le même cas qui revient. Tu peux évoluer. Mais non, mais j'évolue. Même si... Aujourd'hui, le scoop qu'on a... Si on ne fait pas attention, même pour parler dans ce pays, il faut qu'on fasse comme le programme Simandou. Il faut qu'on fasse appel à Simandou parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, même si nous prenons des photos, des simples photos, il faut que Simandou sorte derrière. Et donc, ça, on ne peut pas rejeter cet état de fait. Des explications qui ont été données par le ministre, on ne peut pas être plus technique que lui dans ce studio. Ce qu'il a dit... Est-ce que le projet Kaleta de Alpha Condé, tu étais là? Tu avais suivi? Avec tout le bruit des impactés, des victimes et tout ce qui s'ensuit. On souhaite bien que ce projet réussisse. Il faut faire attention. Oui. Mais Mohamed a parlé du tape à l'œil. C'est-à-dire... du rêve vendu avec le projet de construction de l'aéroport à Mafareya. C'est ce qui a fait que même quand vous partez sur les lieux, vous allez comprendre que les gens sont tellement pressés de rejoindre la zone parce qu'on dit que très bientôt, il va y avoir, on va procéder à la construction de l'aéroport. Et donc, la zone va naturellement se transformer et ça va faire affaire à tous les habitants peut-être selon les pensées de nos parents de la zone. Et c'est ce qui se passe. Donc, à la grande surprise de tous, on dit que la zone est sauvagement habitée, donc il faut déclasser et procéder au strict respect de la réglementation de l'urbanisation. En fait, c'est ce qui se passe. Comme je le disais, on ne peut pas être plus technique que le ministre lui-même dans ce studio. C'est ce qu'il a trouvé comme explication. La création des zones secondaires. Alors, si, depuis toujours, le projet de construction de l'aéroport de Mafereya était juste un rêve vendu aux citoyens, et que les gens sont venus habiter la zone de façon sauvage, entre guillemets, et aujourd'hui, l'État décide de déclasser le projet sur d'autres zones. Moi, je pense que si l'État a la volonté de procéder à construire, à faire d'autres constructions dans le cadre du développement même du pays, puisqu'on parle de la création des zones secondaires, je pense que cela est aussi, c'est dans l'intérêt également de cette population locale. Et que, donc, aujourd'hui, quelqu'un ne doit pas se taper la poitrine parce que le projet n'a jamais eu lieu, même si derrière, on doit encore procéder à des vérifications, si toutefois qu'il y a eu des documents ou pas, mais quand même, c'est un peu compliqué de comprendre qu'on ait identifié un site pour un projet d'une telle envergure et que derrière qu'on n'ait aucun document et que même le gouvernement actuel, le régime actuel en parle et essaye de déclasser. C'est que quelque part peut-être il peut y avoir un truc classé quelque part, même si c'est du tape à l'œil entre guillemets, comme Mohamed Ba est en train de nous faire croire. Mais je dis et je répète qu'il n'a pas
totalement tort quand il dit que le projet n'a jamais existé. Ce qu'on veut, si ça a existé, il faut qu'on nous dise exactement où on était jusqu'ici, parce que ça fait environ près de 10 ans qu'on en parle et les gens ont rejoint la localité. Il n'y a pas eu grand-chose à part l'identification du site. Et aujourd'hui, Mafereya n'est pas la seule zone réservée de l'État peut-être. L'État est capable de trouver 6429 hectares parce que c'est ce qui se trouvait à Mafereya. Et peut-être derrière le reste du terrain qui reste maintenant, on peut voir ce qu'on va en faire avec c'est pas en faire parce que l'État a dit qu'il va faire un usage mixte avec cet usage mixte là. On va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, on reste sur notre faim et on demande à la population de se calmer. Si toutefois personne n'est énervé. Non, on demande à la population locale de se calmer. Si toutefois vous êtes venus délibérément vous installer sans aucune réglementation à la matière, et c'est pas aujourd'hui de s'en prendre à l'État. L'État peut faire ce qu'il veut. Il a le plan. Non. L'État ne peut pas faire ce qu'il veut. Oui, mais rapidement, on va passer à l'autre sujet. Dans ce cas, il peut faire ce qu'il veut parce que c'est lui qui a trouvé le terrain. Projet dans les et conditions si quelqu'un n'est normales. pas d'accord, ok. Oui, allez-y. Dans les conditions normales, ce qui se peut se passer là, c'est deux choses. Au niveau de l'aéroport, aéroport de Mafereya entre griffes, parce que ça n'a jamais existé et ça n'existera pas, en tout cas pas moins de 25 ans. Si ça doit exister et qu'on ait de l'espace quelque part, une piste qu'on pense que ça pourrait être vraiment mieux et qu'on ne trouvera pas mieux que Mafereya, c'est de créer des conditions de protection. Mettre là. Parce que au-delà de Koya déjà, c'est des zones c'est plat. Jusqu'à Forikaria, c'est plat un peu partout. Donc on peut l'utiliser. Parce que là, c'est pas moins de 25 ans que la Guinée va dépasser avoir les 1 500 600, 700 1000 personnes de passagers par an. On est loin. On est à 500 ou 600 000 par an ici. Pour arriver à 2 millions, c'est pas moins de 25 ans. Ça, il faut le mettre là. Donc, avant qu'on nous parle de cela, ça trouvait que beaucoup de présidents sont partis. Beaucoup de présidents qui ont d'éventuelles candidatures, ils vont arriver, ils vont partir. Tu trouveras qu'on n'a pas encore 1 million de passagers en Guinée. Donc, ce qu'on peut, c'est de réserver là. Autre chose au niveau toujours de côté de Mafereya, n'oubliez pas qu'il y a un domaine aussi qui appartient à un domaine qu'on appelle Salguidia. C'est toujours aussi une zone agricole. Je me souviens encore de cela, cette fois-ci, c'était avec l'arrivée du président libyen, Mohamed Kadhafi, qui était venu là et qu'on avait légué cette partie. On se demande quel est le côté juridique actuellement de cette partie de Salguidia. Est-ce que ça appartient toujours aux Libyens ou ça appartient aux Guinéens? Parce que cette partie aussi, il y a une certaine occupation qui est là. Donc si on arrive à donner de la valeur du côté de Salguidia, protéger la localité aussi, parce que de l'agriculture, il n'y a rien à dire, c'est une zone propice pour cela. On a essayé de donner aux Libyens à l'époque, je crois que c'était en 2006 ou 2007, ça s'est passé là. Donc l'ensemble de tout ça, on ne peut pas faire de l'aéroport actuellement du côté de Mafereya si on n'a pas de véritable autoroute entre Forikaria et Conakry. Et autre chose, si on a peur que parce que Conakry va s'agrandir, qu'il n'y aura pas de piste d'atterrissage, pourquoi ne pas délocaliser, ne pas mettre tout à Conakry? Bien évidemment. L'une des pistes les plus grandes qui peuvent recevoir maintenant là, des cargos, des gros porteurs en Guinée, c'est l'aéroport de Farana. C'est l'aéroport de Farana qui est presque au milieu aussi dans notre pays. Donc je pense qu'il faut que l'État se réveille, qu'on ne dit pas que tout se passera à Conakry. On va concentrer tout à Conakry. Il y aura des petites villes minières où il y aura des petits avions, des thunes que nous avons connus. À l'époque, le jeune homme, il ne connaissait pas l'avion à l'époque. Donc nous qui sommes des cités industrielles, là, nous savons c'est quoi des petits avions et que voilà, ça se passe très bien. Donc on peut déconcentrer Conakry. Mafereya n'est pas possible. Envoyer, développer Farana. Une grande piste, des gros porteurs incroyables, des cargos qui peuvent arriver là. Donc moi je pense qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on n'arrive pas à s'endormir, qu'on n'essaie pas de faire de tape à l'œil, faire semblant qu'on veut travailler. Des routes on a vu, on est en train de mettre du goudron par-ci par-là, mais il ne faut pas essayer d'embobiner, essayer de nous endormir, essayer de prendre la conscience des gens. Quand on va annoncer ce projet encore, ils vont applaudir pour nous. Vous allez tromper la population de Guinée, vous allez tromper le peuple de Guinée et vous allez vous tromper vous-même, parce que rien ne dit que vous, ça va très bien aujourd'hui, mais qu'est-ce qui dit que vos enfants et vos petits-enfants vont vivre le même bonheur que vous? Je parle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que ceux qui ont pris cette décision, c'est des gens qui sont au pouvoir. Le ministre de l'administration du territoire, il parle de ce projet. On a entendu d'autres projets, comme on appelle ministres ici, qui ont parlé de l'aéroport, alors qu'on se rend compte que ça n'a jamais existé.
Ce qu'il est en train de dire là, est-ce qu'il y a eu des études dans ce qu'on appelle ici des activités mixtes qu'on veut créer? Est-ce qu'il y a eu des études? On ne sait pas. On veut juste vendre des lopins de terre aux uns et aux autres parce qu'on a un ami qui vient de la France, un ami qui vient de la Chine, qui veut prendre 2 hectares, 3 hectares pour pouvoir l'aider. On essaie de globaliser alors qu'au finish, c'est juste prendre un lopin de terre. Après maintenant, ça crée des problèmes. Il est temps qu'on se réveille. Ce pays-là, Abdallah, nous appartient. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas d'autre localité pour se développer, pour vivre mieux pour les Guinéens que la Guinée. Alors il est temps que chacun arrive à jouer son rôle. Nous, notre rôle, on pense qu'on est en train de bien jouer notre rôle, on attire l'attention des uns et des autres. Ça vous plaise ou pas, le développement de la Guinée, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous et nous attendons quand même les différents projets annoncés par l'actuel ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés et de l'État, M. Mori Condé. Allez, on parle de cet autre sujet. Enlèvement et torture d'Abdoul Sako. Le barreau de Guinée brise le silence. Dans une déclaration, l'Ordre des avocats de Guinée a exprimé son indignation et sa préoccupation face au traitement infligé à Abdoul Sako, responsable du Forum des forces sociales de Guinée, et a condamné le silence des autorités guinéennes. Le barreau dénonce avec la plus grande fermeté l'absence totale de réaction des autorités judiciaires qui n'ont jusqu'à présent fait aucune communication sur cet acte inacceptable. Pour le barreau de Guinée, laisser perdurer une telle situation sans réagir constitue un renoncement à sa mission régalienne. Bien que tardive, cette prise de position est nécessaire. Le barreau invite cependant les autorités gouvernementale à prendre toutes les dispositions nécessaires pour élucider les enlèvements de Omar Silla, alias Fonike Mengue, Mamadou Biloba, Sadouni Manga et Habib Marwan Kamara, Yamoussa Cheikh Kamara. On a suivi de très près hier cette sortie du barreau de Guinée qui se réveille enfin. Oui, près d'une semaine depuis son enlèvement, je veux parler de l'enlèvement d'Abdoul Sako. Oui. L'État n'a rien dit. Et vous avez, si vous comprenez, Abdallah, on était dans le même studio lorsque je vous disais que l'État n'est pas encore prêt à faire grand-chose, même si vous avez encore confiance en l'État pour dire que c'est lui qui doit assurer la sécurité d'Abdoul Sako. Mais je vous disais que si depuis plus de 24 heures, depuis son enlèvement et jusqu'à ce qu'il a été retrouvé, l'État n'a rien dit. Et puis cela a continué jusqu'à ce qu'il a été retrouvé, hospitalisé. Et ça fait des jours aujourd'hui, l'État reste encore silencieux. Maintenant, on se demande qu'est-ce que l'État en sait. Pourquoi l'État ne dit rien? Qu'est-ce qu'il en sait? Et ce silence, il est coupable aujourd'hui. C'est un silence coupable. Si l'État ne dit rien, le barreau, vous avez vu, le barreau a interpellé fermement l'État à se prononcer par rapport à cette situation. Il a même interpellé directement le procureur de la République près le TPI de Dixine à ouvrir une enquête immédiate pour savoir ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. On a vu la réaction forcée du ministre porte-parole du gouvernement, puisque ça a été une réaction forcée. Peut-être que le monsieur s'est prononcé sans le vouloir, parce que la question lui a été posée sur un plateau télé, notamment TV5 Monde avant-hier, dimanche dernier, qui a posé la question par rapport au cas Abdoul. Et on a suivi la réponse de Ousmane Gawal Diallo, qui dit que puisque le monsieur est en vie, donc il va falloir qu'il fasse des auditions pour nous dire exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Pour lui, Gawal, c'est seulement Abdoul qui peut nous dire ce qui s'est passé. Comme si l'État, il est absent. Comme si l'État n'a aucun rôle à jouer. Alors que jusqu'ici, vous et moi, on est convaincus que l'État, c'est dans son rôle de nous sécuriser nos biens. Et surtout, un activiste de la société civile d'un tel numéro ne peut pas disparaître. Et on le retrouve comme ça, en brousse, laissé pour mort. Et derrière, il y a un porte-parole du gouvernement qui nous dit s'il a été retrouvé vivant, il faut qu'il fasse des auditions, qu'il soit auditionné pour nous dire lui-même ce qui s'est passé. L'absence. Non, mais on arrive, mais c'est grave. Non, mais c'est grave. Encore une autre communication ratée. Il faut structurer la communication. Une autre communication ratée de la part de Ousmane Gawal Diallo, il faut le dire. Depuis près d'une semaine, un citoyen, pas n'importe qui,
un activiste de la société civile, même si c'était un citoyen ordinaire, dans ce cas de figure, l'État a l'obligation, près d'une semaine, de nous dire quelque chose. Alors, le barreau a tout à fait raison de monter à grand cheval pour demander des comptes à l'État, parce que ici même dans ce studio, on a fait pareil, on a dit à l'État de se réveiller, sinon on peut vraiment reprocher quelque chose à l'État. Pourquoi? Moi je dis, qu'est-ce que l'État en sait? En tout cas, qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent, dit-on. Alors si l'État ne dit rien, on va se poser... On va se faire un certain nombre d'interrogations. Et forcément, le barreau, c'est ce que le barreau a essayé de faire aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il faut dire à l'État de tirer son épingle de jeu, d'essayer de faire vraiment la lumière dans cette affaire, parce qu'il est de sa responsabilité. Ce silence ne peut pas séduire le simple Guinéen que nous sommes, parce qu'on a besoin d'en savoir plus. Ce qui est arrivé à Abdoul Sako, sinon on peut arriver à n'importe quel Guinéen. Donc si on se retrouve dans des conditions comme ça, on attend à ce que l'État réagisse en notre faveur. Mais si l'État rejette la responsabilité à la victime elle-même, comme quoi c'est lui qui doit nous donner des explications palpables et probantes par rapport à ce qui s'est passé, c'est que quelque part l'État démissionne. L'État a démissionné et cette démission a été vraiment justifiée dans la communication du ministre Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement, vu qu'il a été même forcé parce qu'il ne voulait pas se prononcer. Sinon, la justice est mieux placée. Les institutions judiciaires, les départements judiciaires sont là, et ils sont mieux placés de nous dire exactement ce qui s'est passé. Parce que tout à l'heure, on va aborder l'autre question relative à la sécurité, au système sécuritaire de notre pays, parlant de la mort de ces 3 enfants. On a vu le résultat de l'autopsie. C'est pour dire que l'État, quand même, quelque part, est là. S'il veut faire l'affaire, vous l'avez dit l'autre fois, si l'État veut, il peut. Et donc, si l'État vraiment veut faire la lumière dans cette affaire, il peut le faire. Mais traînez les pas comme ça, puisque ça concerne un activiste de la société civile, puisque ça concerne Abdoul Sako, puisque ça concerne les Fonike Mengue, Biloba et autres, puisque c'est la même situation, c'est le même cas. Jusqu'ici, on ne sait pas ce qui se passe pendant des mois. L'État reste silencieux quand ça concerne des activistes comme ça, des voix critiques, des voix discordantes, des voix dissonantes. L'État ne dit rien parce qu'on pense que ces gens-là doivent faire leur propre avocat. Pourtant, l'État est là pour garantir leur sécurité. Et si l'État ne dit rien, l'État doit se reprocher de quelque chose. Et si l'État ne fait pas ça, nous on dit qu'il est coupable. Parce que ce silence, il est coupable. Si l'État veut, il peut le faire. Il a sorti en si peu de temps les résultats de l'autopsie relative à l'assassinat, c'est pas où, à la disparition et à la mort des enfants du côté de Kountia. Si il veut tirer les choses au clair dans l'affaire Abdoul Sako, on sait qu'il peut le faire. Mais s'il ne le fait pas pendant près d'une semaine, il doit être coupable de quelque chose. Il doit être coupable de quelque chose, forcément. Aujourd'hui, on s'inquiète à Mohamed Abba, et le barreau l'a rappelé déjà. Et il faut aussi revoir le cas Habib Marwan, notre confrère qui est toujours porté disparu, Sadouni Mangan, Mamadou Bilo, Founike Mengue, comment je peux dire ça, Omar Silla, alias Founike Mengue, qui sont portés disparus. Si aujourd'hui, on est en train de parler, d'évoquer, ouvrir des enquêtes parce que tel Abdoul Sako a été retrouvé, c'est un offre de soulagement en partie. Mais de l'autre côté, il y a encore des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches, des familles qui sont sans réponse de la justice, des enquêtes qui ont été ouvertes par endroit, on ne peut pas dire c'est par cas au cas, c'est pas comme ils disent ça dans leur jargon, cas par cas, mais on peut dire par endroit que certains ont bénéficié d'ouverture d'enquête, d'autres n'en ont pas bénéficié jusqu'à date, ce qui quand même inquiète les uns et les autres, inquiète les familles et plonge chacun dans ces interrogations interminables. J'aime bien t'écouter parler quand tu parles des enquêtes qu'on a essayé d'ouvrir pour Nimagan, pour Bilo, pour Founike Mengue, peut-être pour notre confrère. J'espère qu'il va bien là où il est, Habib Marwan. Et puis voilà. Mais je pense que tu es en train de faire un jeu.
c'est de la blague que tu es en train de faire, je le dis là, j'ose te le dire, te regarder en face, te le dire. Pour moi, c'est de la blague que tu es en train de faire, qu'il y a des enquêtes ouvertes autour de ces personnes. Ça ne vient pas de lui. Hein, c'est pas moi qui le dis. J'écoute la voix qui est en train de résonner là maintenant. C'est la voix d'Abdallah maintenant. Là, et c'est la voix officielle que je transmets. Voilà. Maintenant, toi, tu peux me dire, voilà, tu transmets. La voix qui est en train de résonner dans mes oreilles et qui me donne des tournis, je me dis que cette voix, elle n'est pas réelle. Elle est fausse. Elle n'existe pas. Comme les autres projets qui n'ont pas eu d'études vraiment de faisabilité. On est en train de continuer à s'amuser avec le peuple de Guinée, avec cette population dont on pense également, si on veut régner, on veut faire le pouvoir dans ce pays, il faut passer par cette population. C'est avec cette même population qu'on fait le petit jeu, qu'on montre des stratégies, comment les amadouer, comment les tromper, comment les endormir la conscience, et puis afin d'arriver à nos objectifs. Je ne peux que saluer ce qui a été fait par cette association d'avocats, cette association professionnelle des avocats qu'on appelle le barreau de Guinée, qui est en train de faire un travail respectable. On peut dire mieux vaut tard que jamais. Oui. De toute façon, c'est leur boulot de réagir très vite, de réagir. Et le temps mis pour pouvoir réagir au cas de Foni, comme on appelle, le cas de Sako, d'Abdoul, je pense que ça va, c'est raisonnable, parce qu'ils ont attendu le temps de voir 24 heures, 48 heures, si les autorités du pays allaient réagir. Mais se rendre compte, après la sortie de porte-parole, c'est lui qui prend la parole au nom de tout le gouvernement, en la personne d'Ousmane Gawal, ils ont compris que rien d'autre ne pourrait sortir, on ne pourrait s'attendre à rien d'autre de la part des autorités de notre pays. Quand on parle de pouvoir, qu'il soit exécutif, législatif ou judiciaire, tout est compartimenté. Il y a des tiroirs partout. Il y a le premier tiroir, vous tirez, c'est la présidence, après vous tirez, vous avez la justice, après la justice, vous répartissez encore, vous rendrez compte qu'au niveau de Conakry, il y a une répartition judiciaire, voire même géographique de notre justice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un tribunal de première instance qui s'occupe de la zone, c'est-à-dire du pont 8 novembre, jusqu'à la commune de Sonfonia de l'autre côté. C'est la juridiction, sur le plan, si vous me le permettez, judiciaire qui relève du TPI de Dixine. Là où Sako Abdoul a été arrêté, ça relève de la juridiction du tribunal de Dixine. Ce n'est pas du côté du TPI de Kaloum, ni du TPI de Matam. Je pense que dans les conditions normales, du fait même qu'on a fait... De Kaloum, je pense que du fait qu'on a fait la répartition du côté des différentes communes, on devrait juridiquement aussi y penser pour voir qu'on essaie d'approcher aussi la justice vraiment aux Guinéens de plus près. Parce que Dixine, c'est un peu distant. Mais de toute façon, ce qui reste clair aujourd'hui, c'est que nous avons que le tribunal de Dixine doit avoir du pain sur la planche. Doit avoir du pain sur la planche. Dans les conditions normales, je dirais même qu'on doit avoir 2 à 3 autres TPI dans cette localité. Parce que toutes les situations compliquées de notre pays aujourd'hui se passent sur cette partie de la Guinée. Du pont 8 novembre jusqu'à Sonfonia. Ce qui se passe là, vous allez passer 5 ans, 6 ans, 7 ans sans que ça ne se passe en ville, ni ça se passe du côté de Matam. Alors, la raison voudrait aujourd'hui qu'on essaye de élargir un peu plus sur le plan juridique, comme on l'appelle juridique. Parlant de ce cas précis, le TPI de Dixie ne doit pas s'asseoir, attendre une déclaration de la part du ministre de la Justice. Soit on peut... Mais le ministre de la Justice lui-même, il vit sur ce taxe, hein. Il est précisément entre Sonfonia et la cité. Ne donne pas la position. Non, je ne donne pas la... Je dis entre... C'est pour te dire qu'il dit là-bas. Une raison de plus. De renforcer. Merci. Même s'il ne va pas le faire, peut-être que quand il est dans une localité, on crée parce qu'il y a un ministre qui est là. On tient compte des situations. Il y a même le Carrefour. Il y a Kairaba. Donc, je dirais, ne me dis pas qu'on va créer, on va construire le tribunal le tribunal du côté de Yaya Kairaba là-bas. Peut-être ça serait symbolique pour Kapaya Kairaba. C'est quand même symbolique, hein, parce qu'il y a de l'espace. Ce qui reste clair, le travail qui est en train d'être fait, quand il y a des personnes qui sont portées disparues, quand il y a des citoyens qui sont kidnappés, et on les retrouve dans un état, je ne dirais pas piteux, mais de façon dont on n'a même pas besoin de regarder une deuxième fois, je pense que l'État, sur le plan judiciaire, qu'on doit se réveiller. Ce travail-là doit être fait. Si les autres ministères ont réussi à créer beaucoup d'autres départements, beaucoup d'autres communes à Conakry, on doit faire la même chose du côté de Dixine, parce que de la commune, c'est Ratoma, l'ancienne commune de Ratoma qui était encore vaste, on ne faisait pas grand-chose, parce que, sur le plan judiciaire,
le personnel était là pour faire face à tous les dossiers qui sont portés. Il y a quand même assez de dossiers. Il y a assez de dossiers. Donc le problème pourrait expliquer, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas se cacher derrière ces petites interrogations pour justifier comme on appelle, le silence assourdissant. J'insiste bien, le silence assourdissant de la part de l'État guinéen. Cette sortie de porte-parole Ousmane Gawal, moi je dirais que c'est purement politique, parce qu'il faut dire quelque chose. Parce qu'on nous oblige à dire quelque chose, il faut dire quelque chose. Est-ce que cette chose qu'on est en train de balancer là, ça colle à la réalité? Je dirais non. Parce que rien n'a été fait pour Fonike Mengue, rien n'a été fait pour Bilo, Nimagan, on n'en parle pas, parce que Nimagan c'est un autre cas, parce que les autres on peut dire c'est politique. Plus spécifique. C'est plus spécifique et on ne sait pas ce que lui il a fait pour disparaître. Je le dis chaque fois, et chaque fois que j'ai l'opportunité, je reviendrai là-dessus et inciter là-dessus. L'escadron de la mort qui se promène dans la ville de Conakry, il faut essayer de l'arrêter. Bien. Il faut essayer de l'arrêter. Si on ne l'arrête pas, cet escadron va s'arrêter devant une maison un jour et ça va être le pire. Et nous croyons que nous ne souhaitons pas. C'est que nous ne souhaitons pas. Bien. Mais si on ne se lève pas, le pire n'est pas loin de nous. Il est juste derrière la cour. Ce qui est déjà compris, certainement les autorités vont nous édifier. Parce que, je le rappelle tantôt dans cette émission, le devoir de nos autorités, c'est de nous sécuriser et sécuriser nos biens. Nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, c'est quand même le sacerdoce. Donc on ne peut quand même pas enlever cela. Les autorités doivent se lever, communiquer sur ces différentes disparitions aujourd'hui qui inquiètent, disparitions qui inquiètent plus d'un, qui inquiètent même nous qui nous vaquons chaque matin à nos différentes activités, qui inquiètent ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui inquiètent le peuple de Guinée. J'espère sincèrement que et le ministre Yahya Kairaba Kaba et le ministre et les ministres de la Sécurité et de la Défense vont prendre des dispositions idoines afin de mettre fin à tout ce qui se passe en République de Guinée. C'est vrai que ce n'est pas un cas isolé, ça se passe dans d'autres pays, on nous le dira, mais ce qui reste clair, nous vivons en Guinée, nous maîtrisons plus les réalités guinéennes et nous voulons que ça change en République de Guinée, qu'on sort le matin et qu'on rentre en toute simplicité, avec beaucoup de paix et de quiétude. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au standard plus 224 629 95 67 67 plus 224 629 95 67 67. On va avec cette première réaction de ce matin, l'imperturbable communicant du CNRD de général Mamadi Doumbouya, civilisé, généreux, l'enfant prodige de Boulamaya Samaya. Monsieur Sila Lucans, une pensée positive à votre PDG, le vrai patriote guinéen, Monsieur Edouard Koundouno, mon grand patron honorable Joe Bebeto. C'est ce décret de déclassification qui manquait. Et là, c'est le Dialen Diallo et Sidi Touré pour que la maison leur revienne. Grand merci à mon général d'armée, Mamadi Doumbouya, qui est l'unique solution des Guinéens. Osoboti, grâce à Kavi, Kavi, grâce à vous, nos stress médiatiques sont terminés. Signé l'imperturbable communicant, Monsieur Sila Rue 15, fidèle à cette émission comme chaque matin. Bonjour, salut les hommes de bonne foi. Le CNRD nous a promis la sécurité, mais l'insécurité gagne du terrain. Le peuple a peur. Ils ne savent pas à qui avoir confiance, de l'État ou bien de la sécurité. C'est pour cela que le peuple règle le problème à sa manière. Signé Mamadou Saliou. Nous sommes dans un état de droit à Saliou. Le peuple doit continuer à croire aux autorités. C'est très important. Bonjour ma radio du développement. Je suis Ali Radafi, camarade depuis Bessia Port 1. Abdallah, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Le peuple est affamé. Nos dirigeants ont ouvert leurs immeubles. Pour les cas de la fillette, c'est la démission totale des parents, des enfants. Alors, ils aiment faire des enfants, mais pour les éduquer, oh non, attention. Et je salue mon PM. Ali Radafi, ce n'est pas une fillette, ce sont 3 enfants. Et peut-être que vous allez comprendre après avoir suivi le reportage. Bonjour Kavi Média. En Guinée, nous proposons des projets et nous sommes incapables de le faire à court terme. Pourtant, nous avons des entrepreneurs qui sont en place, qui peuvent mieux faire, mais il faut toujours l'extérieur pour nos jeunes. Pourtant, nos jeunes sont là pour nous, pour la progression de notre cher pays. Dieu nous a donné des lumières et nous refusons d'allumer ces lumières. Que Dieu bénisse
Et que Dieu nous bénisse et qu'il guide nos pas dans la vérité. Moi, c'est Nyangana Noël Kouloumou depuis l'Ansanaya Barrage. Portez-vous bien et bonne journée. Bonne journée à vous depuis l'Ansanaya Barrage. Bonjour les caviars, je suis Mfali Ebeka Kamara, à Guinée, prêt. Après 5 bons jours, ni le gouvernement, ni le parquet général, ni le procureur de la République, personne n'a pris un acte officiel pour dénoncer ou pour ouvrir une enquête. Les responsables ont démissionné de leur mission. Par rapport au cas des enfants retrouvés morts, cette brigade de recherche aurait mieux fait de se taire que de nous fournir un rapport quand les parties des victimes ont été amputées et d'ailleurs le véhicule à bord duquel ils étaient n'était pas pour leurs parents. Qu'on arrête un peu de se moquer des gens. Ah, il en sait quelque chose. Hein. Bonjour Kavi FM, la 89.5, la meilleure des radios. Un média mérite d'être salué à chaque matin pour le travail colossal qui est en train d'être fait pour la population guinéenne. Franchement, il n'y a pas vos deux. De passage, je salue le PM. Signé Ibrahim Sori Iso Kamara, notre cher ami. Merci pour la fidélité. Et Djambouria, notre Djambouria. Salam à vous et salam à mes parents de Dalabadintin Djambouria, dans Kama, dans mon village natal. Avec tout ce bruit, tout ce tintamarre, gars, ce projet est faux. Ah, les soi-disant intellectuels guinéens. C'est vraiment dommage. Qu'Allah nous sauve, qu'Allah nous sauve. Allez, Mamadou Alpha Djambouria. Djambouria, tu sais que l'autre phrase là, je ne me le permettrai pas. Bonjour Abdallah Kamara ainsi qu'à vos deux chroniqueurs de ce matin, Yamoussa Cheikh Kamara. Bonjour ainsi à Mohamed Ba, le signé Aboubakar Karankani Koulibaly. Depuis la tannerie, la sortie du barreau de Guinée à propos du kidnapping de l'activiste Abdoul Sako est salutaire. L'insécurité est à la une à Conakry. Trop d'enlèvements, oui, il faut alerter. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Je me demande quelle est la position de M. Mamadi Kaba, M. Droit de l'homme face aux disparitions et enlèvements des citoyens dans notre pays. Nous voulons l'entendre. Moussa Moïse Kamara depuis Afia. Moussa Moïse, il est au CNT. Il est là-bas, il est conseiller national. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Koubia et à Kousitel, c'est dans la préfecture de Gawal. Le barreau de Guinée sort enfin de son silence pour condamner le kidnapping d'Abdoul Sako et compagnie, mais avec quel effet? Une enquête ouverte en Guinée n'a jamais été fermée. La justice fait tout sauf son travail et elle est le véritable problème de ce pays. C'est déplorable. C'est Boïba depuis Kissidougou qui nous écrit cette haute réaction. Bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. L'écoute est favorable ici. Félicitations à vous. Nous sommes fiers de vous. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo qui nous écrit ce message. Bonjour Kavi FM, vous êtes les meilleurs. Nous devons éviter cette chasse aux sorcières parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde avec certaines personnes, mais construisons un état de droit pour le bien-être des filles et fils de ce pays. C'est Tigane de Yimbaya. Sans compte, je te suis, hein, ça me reste quelques secondes, ne t'inquiète pas. Bonjour les grands journalistes, vous faites la fierté de la nation, je vous remercie infiniment. C'est Mfansouman à Anko 5, merci pour la fidélité. Bonjour mes patrons de médias, c'est Aboubakar So. J'aimerais que vous augmentez votre temps de débat. Allez, on va confier ça à M. Ndoye, c'est le patron des programmes. Bonjour la grande radio, je suis vraiment très fier de vous. Vous avez des analyses impeccables, vraiment. Et pour les services, merci pour le service que vous rendez à cette nation, notre cher pays, la Guinée. Je vous souhaite une excellente émission. Et l'écoute est favorable à Bentouraya Plateau. C'est Mamadou Moussa Diallo. Merci de nous écouter du côté de Bentouraya à Plateau. Une pause derrière, on se retrouve pour la suite de ces débats. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité.
transporter vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous pratiquer. Si c'est maintenant, vous nous prenez en marche. Merci à notre partenaire Mondial Express et à tous ceux qui communiquent sur notre média de développement et de l'entrepreneuriat. On poursuit cette émission et vous le savez déjà, vous nous suivez sur la 89.5 si vous êtes en bande FM à la télé. Vous nous suivez sur les différents bouquets sur les numéros 249, 113 et 779. Mort suspecte de 3 enfants dans une voiture à Kuntia. Les résultats de l'autopsie et
écarte toute piste criminelle. 3 jours après la découverte des corps, la brigade de recherche de la gendarmerie de Koya, chargée de l'enquête, a rendu public ce lundi 24 février 2025 les résultats de l'autopsie. Selon ses conclusions, les enfants sont décédés par asphyxie due à la chaleur à l'intérieur du véhicule. Cette nouvelle est difficile à accepter pour certaines familles qui croient toujours à un acte criminel. D'abord, on suit ce reportage réalisé samedi par la rédaction politique et derrière, on se retrouve pour le décryptage. Je suis descendu, maintenant je suis venu dans l'autre coin, sur ma deuxième femme, j'ai vu l'enfant là-bas. Puis il est très d'accord avec sa maman. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme je le vis, j'ai dit, ah, s'il me voit, il va me suivre. Maintenant, je me suis caché à lui, j'ai parti comme ça, je suis parti au café. J'ai pris le café, maintenant, 13h est arrivé. Maintenant, je suis passé comme ça, j'ai vu sa chair là-bas. J'ai dit, ah, Marama, où est ton petit frère? Il dit, ah, le petit frère est parti avec ses amis dans la cour là-bas. Mais comme je n'ai pas pris attention, maintenant, je suis rentré, maintenant, je me suis préparé à venir prier. Maintenant, en priant, maintenant, j'ai fini de prier, je suis rentré à la maison, je me repose. Ma femme, sa maman, il me dit, ah, Koto, où est Lamine? J'ai dit, ah, tu sais, si Lamine va chez sa maman là-bas, il s'enfuit d'ici, donc laisse-lui là-bas. Il dit, depuis hier, je n'ai pas vu Lamine. J'ai dit, non, laisse-lui là-bas. Maintenant... Après plusieurs heures d'attente auprès des autorités, dans l'espoir de les retrouver, la communauté a décidé de faire des manifestations pour protester. Hier, on est allé vers les autorités du quartier pour leur dénoncer la perte de nos 3 enfants. Il n'y a pas eu gain de cause. Raison pour laquelle aujourd'hui on s'est mobilisé après la prière de 14 heures pour aller au bord de la route, pour aller autour du gouvernement pour qu'ils puissent nous aider. Là, quand nous sortons, ils vont venir. C'est dans la soirée de vendredi que les corps des enfants ont été retrouvés dans une voiture poussiéreuse dans une cour. Selon des informations recueillies sur place, la voiture dans laquelle les enfants ont été retrouvés est garée dans la cour où habite la famille de l'une des victimes. Au moment où nous quittions les lieux, la tension était toujours palpable. Les corps, après l'intervention de la police technique et scientifique, ont été emportés par la protection. Fait donc à l'âme de ces 3 enfants décédés dans des circonstances encore floues pour les parents, selon la police technique par asphyxie. Yamoussa Cheikh Kamara, nous avons suivi ce reportage ou ce récit de la rédaction politique rendu samedi par notre reporter Bangali Kamara. S'il y a une chose aujourd'hui qui nous fait peur, qui fait peur la population guinéenne, et qui nous fait perdre même le sommeil, c'est cette histoire d'insécurité. Ouais. On le dit souvent, personne n'est à l'abri. Et donc, même les gamins ne sont pas épargnés, les enfants ne sont pas épargnés. Ouais. C'est pour vous dire combien de fois l'État doit prendre sa responsabilité à bras le corps pour nous sécuriser nos enfants et sécuriser nos biens. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, la piste du crime rituel est écartée et on est sur le terrain de mort accidentelle, selon les résultats de l'autopsie. Mais les faits, lorsque nous les analysons, je veux dire, nous ne pouvons pas remettre en cause ce qui a été présenté comme résultat de l'autopsie. Oui. Certainement, ça a été fait par des personnes assermentées à la matière, des professionnels à la matière, sans aucune volonté de remettre en cause quoi que ce soit.
on va aller quand même dans notre analyse pour nous dire, parce que la tension reste toujours palpable. Vous l'avez écouté dans le reportage. Il y a une famille qui rejette ces résultats aujourd'hui. Jusque-là. Et même si souvent chez nous, en Guinée ou en Afrique, de façon générale, on se remet toujours à la volonté divine. Qui sait si les deux familles qui ont accepté ces résultats se sont remises simplement à la volonté divine, parce qu'on se dit que nos enfants sont morts, est-ce qu'il faut continuer à faire bruit autour? Donc on s'en remet à Dieu et nous continuons la suite. Mais s'il faut vraiment aller plus loin dans l'analyse des faits, on a écouté dans le reportage qu'il y a eu des fouilles, Abdallah. Moi, c'est ma première fois peut-être de comprendre qu'on peut mourir. Moi, jusqu'ici, je pensais que quand on dit il est mort par asphyxie, c'est qu'il a été... c'est un manque d'oxygène. D'oxygène, hein, qui peut être créé peut-être par la fumée. Mais ici, on parle de la chaleur dans le véhicule, dans la voiture. La chaleur qui a asphyxié les enfants, selon le résultat. Et donc, ça reste comme ça. Mais moi, je comprends un peu la position de la famille qui rejette aussi ces résultats. Parce que, imaginez perdre un enfant et oui, parce que les enfants étaient portés disparus. De cette façon, selon nos informations, d'abord, dans un premier temps, ils ont dit qu'ils ont quitté l'école. Tous les trois, ils sont venus, ils ont déposé leur sac. Et ensuite, ils sont ressortis pour s'amuser. Donc, les trois ont disparu soudainement. Et pour de bonnes heures, sans aucune nouvelle d'eux. Il a fallu que la population descende dans la rue pour manifester son ras-le-bol vis-à-vis de cette disparition, et que le lendemain, qu'on arrive à faire leur découverte, retrouver leur corps, mais dans quel état? Dans un état de putréfaction, c'est-à-dire de décomposition. Et on nous dit qu'ils sont dans une voiture qui se trouve dans la cour de l'une des familles victimes. Moi, ma question se trouve à ce niveau. Alors qu'il y a eu des fouilles, est-ce que cette voiture existait pendant que les familles procédaient à des fouilles? Et certainement, vous allez comprendre qu'Abdallah, qu'il y a eu des fouilles. Et donc, les informations, mes sources, un auditeur l'a dit tout à l'heure, que cette même voiture n'appartient pas à un membre de cette cour, c'est-à-dire de cette famille qui vit dans cette cour, cette même voiture. C'est comme si on est venu, on a garé la voiture avec les enfants pour brouiller les pistes. C'est vrai. Vous avez dit, il y a un auditeur qui a signalé, oui, j'ai eu les mêmes informations de la part d'une source qui m'a dit, la voiture là même n'appartient pas. La voiture. Mais comment la voiture a donc atterri? C'était quand même une piste. Pensez aux fouilles, parce que le père dont des enfants a dit tout à l'heure qu'ils ont d'abord procédé à des fouilles. Ils ont fait des recherches. Ils ont recherché les enfants en vain. C'est ainsi qu'ils ont décidé de faire une alerte auprès des autorités policières. Et après, puisqu'il n'y a pas eu de suite, c'est ainsi qu'ils ont décidé de descendre dans la rue pour protester. Et c'est à la suite de cette protestation qu'il y a eu ce résultat. C'est-à-dire qu'on est parvenu à retrouver les enfants en état de décomposition. Alors, on ne peut pas remettre en cause ce qui est dit par ce qui a été dit par l'autopsie, mais jusqu'ici, il y a des interrogations. Et on doit comprendre la position de cette famille qui rejette, parce que perdre son enfant dans une telle condition, dans de telles circonstances, ça fait mal au cœur, Abdallah. Ouais. Des zones d'ombre, Mohamed, parce que comme si je dois me maintenir au propos de Cheikh, comment une voiture poussiéreuse se retrouverait là-bas. Ça, c'est un. Comment la voiture est-elle entrée? Qui l'a garée? Moi, je pense que c'était quand même une piste pour la police scientifique. Ça, c'est un. De deux, pour un enfant qui manque d'air, il y a quand même deux choses à soulever. La première, il se peut, je dis bien, il se peut, si la voiture peut-être n'était pas garée là-bas ou était garée loin, il se peut, je reste avec le si, que les enfants soient entrés dedans, s'endormir et qu'il y ait asphyxie. Une thèse que je ne soutiens pas
forcément parce que la voiture n'était pas sur place, selon les sources de Yamoussa Cheikh. Maintenant, supposons que la voiture soit sur place ou était sur place. Pour un enfant qui joue, si on doit mener des recherches, la plus petite des choses ou la moindre des choses, c'est d'abord commencer par la voiture. Ouais. C'est la moindre des choses. Maintenant, je ne rejette pas aussi en bloc l'autopsie parce qu'hier soir, j'ai essayé d'avoir un des parents, une des familles qui contestait, ou la famille même qui contestait ce résultat, ces résultats de l'autopsie, qui n'a pas voulu s'exprimer parce que la famille était au bord du gouffre, si on peut l'appeler comme ça, étouffée par cette nouvelle. Aujourd'hui, quand même, il y a des zones d'ombre, Mohamed Ba. En tout cas, que la chaleur tue des personnes, ça, c'est pas guinéen, ça. Non, c'est guinéen, ça arrive. Attention, ça arrive. Il faut faire beaucoup attention, ça arrive. Nous sommes croyants. Ça arrive. La chaleur. Oui, ça arrive. Dans une voiture, même toi, si tu fermes les vitres pendant 1 heure, si tu ne fais pas attention, tu vas prendre l'âme. Vous voyez, même Drame, il me regarde dans les yeux. Parce que tu sais ce que ça veut dire. Tu fermes une voiture, tu plombes les vitres, tu n'as pas d'oxygène, d'air, il n'y a pas une entrée, tu risques de perdre la vie. Il ne faut pas penser à la climatisation. Hein. La climatisation crée un effet contraire. C'est ce qui fait que tu ne vas pas comprendre. Mais sans climatisation, tu t'étouffes. Il n'y a rien, tu t'étouffes. Dès qu'il se réveille, tu me dis, je continue. En 1 heure, non, il s'est réveillé. Non, je ne suis pas en train de m'endormir. C'est purement physique. Là où nous sommes, on ne peut que adresser nos condoléances, nos sincères condoléances à ces différentes familles qui ont perdu leurs enfants, ces enfants, des anges, parce que encore ils sont loin de l'âge de la majorité. Ces petits-enfants sont partis. Il y a plusieurs pistes qu'on peut mettre sur la table et passer des moments à essayer de les éplucher, peut-être sans arriver à une solution concluante, à une solution qui pourrait nous dire ou un récit parfait. Un récit parfait. Ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné d'avance. Oui, la voiture peut être là, ou la voiture s'est garée là pendant un petit temps, on n'a pas fait attention, et puis les enfants sont rentrés dedans, on a fouillé partout sans savoir que les enfants étaient dedans. Ça peut arriver. On peut avoir un objet, on cherche une table sur la table, un objet, nous on cherche, on ne trouve pas, quelqu'un d'autre vient, il se rend compte et puis ça passe. On est sous l'effet de l'émotion ou je ne sais quoi. Ce qui s'est passé avec ces enfants, il y a plusieurs explications. Moi, la piste que j'explore beaucoup, que j'essaie de commenter un peu plus, c'est l'asphyxie, comme cela a été dit. L'asphyxie, de côté des autorités, des spécialistes en la matière, est-ce qu'ils sont arrivés, ces spécialistes, au bout? Ils sont juste asphyxiés. Même simple citoyen de passage peut comprendre quand on enferme quelqu'un là, tout est bloqué, il n'y a pas d'oxygène pendant une période donnée. Le COD de 3 enfants dans l'habitacle de véhicule. Quand il y a plus de COD, il n'y a plus de COD sur l'oxygène, il n'y a rien à dire. Quoi. Vous perdez l'asphyxie. Ça, on le comprend. En tout cas, pardon. Ceux qui ont poussé un peu les études peuvent comprendre au niveau collège, lycée, déjà on peut y arriver. Maintenant, ceux qui se sont spécialisés en la matière sont censés nous expliquer encore en profondeur le cas spécifique de ces enfants. Oui, asphyxie, on s'arrête là. Il faut qu'on arrive à donner. Asphyxie, d'accord, 2 points à la ligne. Qu'est-ce qu'on se doit ressortir là? Première des choses, moi, une personne qui a plus de 30 ans aujourd'hui, dans une voiture, le temps que je passe dedans enfermé, est-ce que c'est la résistance que je peux formuler, mon corps peut accepter? Est-ce que ça va être la même chose pour un enfant qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans? Je dirais non. Les spécialistes vous diront que dans une voiture, la température en 10 minutes peut augmenter en 10 degrés Celsius. C'est-à-dire que si dehors il fait 26 degrés Celsius, vous vous enfermez dans la voiture, en 10 minutes déjà, vous vous retrouvez à plus de 26 degrés Celsius. Imaginez maintenant, les enfants ont passé combien de temps? Et les enfants sont beaucoup plus sensibles que les adultes. C'est que nous pouvons ressentir en tant qu'adultes. Les enfants ne peuvent pas ressentir, ne peuvent pas résister à cela. Et ils se sont enfermés. Et vous comprendrez qu'ils étaient 3. Dans l'habitacle du véhicule, enfermés complètement. C'était la quantité d'oxygène qui était dans le véhicule contre l'oxygène, comme on appelle le COD que les enfants ressortaient pendant leur petit temps, quand tout allait bien, ils étaient conscients pendant cette période, avant qu'ils commencent à s'évanouir et partir pour toujours. Donc, je pense, je ne suis pas spécialiste en la matière, je ne m'y connais pas. C'est ma petite connaissance que j'essaie de mettre là, dans les conditions normales. Connaissant très bien, depuis combien ce mois nous sommes presque fin mois de mars, fin mois de février, la température est très élevée. On est autour de 30 degrés, 28, 29, 30, voire plus de 35. Imaginez que ces enfants rentrent dans ce véhicule, s'enferment dans ce véhicule.
en moins de 20 minutes, 30 minutes, on se retrouve à plus de 45 degrés parce que c'est enfermé dedans. Il fait chaud, ce n'est pas climatisé, c'est un véhicule qui est là garé, sans compter que quel est le type d'oxygène qui existait avant la rentrée des enfants. Donc, 45 degrés, 50 degrés dans la voiture, la température élevée, il n'y a rien à dire. En un laps de temps, les enfants peuvent partir. Parce que l'organisme n'est pas résistant à ce point à leur âge. Même pour les adultes, vous vous rendrez compte que vous passez là 1 heure, 2 heures dans un véhicule, vous vous rendrez compte déjà, la déshydratation va commencer. Vous avez commencé, la sueur va commencer à couler beaucoup. L'oxygène, la température, le taux de, comment on appelle, la quantité d'oxygène que vous allez bénéficier n'est plus là. Et puis voilà, complètement fermé. Et malheureusement, le pire peut arriver. Je pense que si les scientifiques nous avaient donné toutes ces explications aux parents, avec précision, vous ne s'arrêtez juste pas à dire que c'est asphyxie, on s'arrête là. Je pense que ça pose problème, ça va énerver parce qu'on se dit, on n'a pas donné, ce n'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Alors que scientifiquement, oui, on peut prouver. Mais est-ce que tout s'est passé, ce véhicule-là, c'est comme ça s'est passé? Moi, c'est l'analyse que j'apporte juste avec l'asphyxie, enfermé dans le véhicule, dans l'habitacle du véhicule, pendant un temps donné, il n'y a rien à dire, la mort peut s'en suivre, ça c'est vrai. Mais ces enfants sont dans ce véhicule depuis combien de temps? Le véhicule appartient à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Les enquêtes, il ne faut pas qu'on ouvre sans les fermer. Il faut donner des explications. Quand on doit fermer, donner des explications. Si on ne ferme pas, il faut dire pourquoi on continue la piste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc pour cela, je pense que du côté de la police scientifique de notre pays, surtout ceux qui sont à Conakry, c'est des gens qui travaillent, je ne dirais pas qu'ils travaillent très bien, mais ils font de leur mieux. Ils communiquent encore la matière. À peine 48 heures ou 24 heures même, on a senti la même chose du côté de monsieur qui a perdu la vue dans un puits. Ils ont communiqué là-dessus. La même chose, ils essaient de faire. Mais il faut que l'État arrive aussi à doter ces techniciens des moyens qu'il faut en la matière. Des moyens qu'il faut pour qu'on arrive à lire réellement de ce qui s'est passé. Parce que si on arrive à le faire, ça nous met à l'abri de certains problèmes dans la communauté. Parce que la communauté va accuser l'État sans savoir que l'État, quand l'enfant se rentrait là, ça n'a rien à voir avec des kidnappings, ça n'a rien à voir avec des arrestations ou des tortures, ça s'est passé dans la communauté. L'État, sa force, c'est de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire dans de tels cas. Quelle est la communication qu'on va faire? Et maintenant, quelles sont les mesures préventives à mettre en place? Surtout les garages qui ont des véhicules de plusieurs dizaines d'années, les véhicules sont là, on n'arrive pas à les régler et les enfants jouent tout autour. Quels sont parmi nous qui sommes dans les villes, qui nous avons grandi dans les villes, on a tous joué dans des véhicules qui sont garés là depuis très longtemps. On se fait parfois, essaie de se faire passer pour des conducteurs, des chauffeurs, des véhicules qui sont sur cale, et puis on joue avec, c'est un jouet. Parfois ce jouet peut devenir un danger. Ce conseil-là doit être fait au niveau de la société, au niveau de la communauté. Faites attention, ces véhicules enfermés, faites baisser les vitres. Ne les laissez pas enfermer parce que ça peut poser des problèmes. C'est même conseillé, quand on gare une voiture sous une chaleur caniculaire, il est important de ne pas plomber. Parce qu'après tout, il peut avoir même des fissures même sur la vitre. C'est quand même expérimental. Donc je vois comme c'est compliqué. Vous voyez, même moi, je perds mes mots. Non, mais c'est clair, Abdallah. Ça fait mal. 3 enfants, il faut voir comment on a pu découvrir ces enfants-là couchés, innocents. Ouais, on n'a pas quand même voulu diffuser les images ça fait très mal. On est régi par des lois. Mais autre chose, Abdallah, on parle de tout ça. C'est vrai qu'on ne va pas essayer. Les parents sont en deuil. Et ça fait très mal aujourd'hui. Personne ne veut être à leur place. On ne peut que compatir. Mais il faut parler pour éviter qu'on arrive à enregistrer la même chose. Il faut qu'il y ait un suivi régulier au niveau des parents. Il faut qu'on arrive à prendre nos responsabilités. Il faut qu'on arrive à prendre soin de nos enfants. On a suivi l'explication de M. Bali. L'Afrique aussi a ses réalités. Abdallah, mon enfant va aller jouer chez le voisin. C'est un quotidien. Abdallah, personne n'est contre cela. Mais je tiens compte de ce qu'a dit l'un des parents. Madame a dit à monsieur, depuis hier, est-ce qu'il s'est donné la peine de contacter l'autre, de vérifier l'autre chez l'autre femme? Bon, je ne parlerai pas dans d'autres dossiers encore des conséquences de la polygamie, où on n'a pas le temps de suivre tous les enfants à la fois. Ça, c'est un autre débat aussi qu'on va mettre là. Mais quand on dit un enfant s'est déplacé, dès qu'on on commence à soupçonner, l'instinct d'une mère ne ment pas. Ça l'oriente toujours sur des pistes réelles. Dès qu'il a dit, depuis ça, moi je ne comprends pas. La meilleure des choses, c'est de ne pas aller dans son petit café, s'asseoir là, c'est de vérifier, c'est rassurer, est-ce que l'enfant est réellement chez sa deuxième maman? Est-ce que l'enfant se trouve sur la co-épouse? Oui, mais il a dit qu'il a laissé l'enfant là-bas, il l'a vu.
Lui-même, il a vu l'enfant là-bas, chez Samarate. Avant de quitter, il l'a laissé là-bas. Donc, lui, en tant que père, il est rassuré que l'enfant se trouve avec sa deuxième femme. J'espère que ça serait autre question, est-ce que tous ces 3 enfants qui ont été retrouvés morts dans la voiture se promenaient tous ensemble. Et j'espère que se promenaient tous ensemble. Donc, là, on est d'accord. Parce que Mohamed Ba est en train de dire, ouais, ça va. À l'enfance, tout le monde, on peut tous aller jouer dans des garages comme ça, de véhicules. Mais la voiture dont on parle, c'est retrouvée dans une cour dans laquelle se trouve une des familles. Et donc, ça veut dire que si la voiture n'appartient pas à cette famille, il y a Anguille Roche. Et si cette voiture appartient à cette famille, forcément, lors des recherches, ils vont certainement pourrait ne pas appartenir à un des membres. J'avais la parole, s'il te plaît. Forcément, Abdallah, on ne peut pas procéder à des recherches sans passer par là. Surtout qu'on dit que ça se trouve dans la cour. Dans la cour. Ça, et donc, il y a quand même des questions à soulever de ce côté, le PM. Bon, c'est ce qu'on peut se dire dans ce cas précis. Il faut arriver à se comprendre. Quand on a des situations comme ça, il faut comprendre que le véhicule peut ne pas appartenir à un membre de la famille. C'est une évidence. Quand le véhicule est là, le véhicule s'est retrouvé depuis combien de temps de véhicule est garé ne peut ne pas les appartenir. Le véhicule, on peut dire que je garde mon véhicule, c'est parce qu'il y a telle chose à faire. Ça peut arriver. Je ne connais pas. Quel est le type? Est-ce que le véhicule est sur cale? Est-ce que ça s'est garé juste quelques heures bien avant? On n'a pas ces détails. Ce sont des recherches qui peuvent nous aider. On peut soupçonner partout, sur beaucoup de choses. Vous avez vu ce sont les enquêtes qui peuvent nous aider. Les enquêtes qui peuvent nous aider à comprendre réellement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a déplacé le véhicule là pour justifier, pour déplacer le site du crime, ou bien ça existait depuis très longtemps? Il y a beaucoup de choses. Ce sont les enquêtes. Tout ce qu'on peut faire, c'est de parler, chacun essaie de donner son idée, sa compréhension de la chose. Mais la réalité qui peut sortir vraiment, qui peut être proche de la réalité, ce sont des professionnels en la matière qui peuvent mener des enquêtes. Ce sont des enquêtes-là qui peuvent nous aider. Mais si on arrive à clôturer les enquêtes dès le départ, ça va commencer à brouiller les pistes et on ne pourra plus continuer. Et malheureusement, les parents ne pourront plus bénéficier de leur enfant de tout près, ne pourront que continuer vraiment à pleurer leur enfant pour toujours. Ils n'ont que des yeux pour pleurer. Parce que c'est quand même dommage ce qui s'est passé de ce côté. Toutes nos condoléances aux familles éplorées et nous prions pour le repos de l'âme de ces anges, ces enfants qui sont partis trop tôt, parce qu'on parle d'âge compris entre 8 et 10 ans, qui sont partis à la fleur de l'âge, et nous espérons que ce genre de drame ne va plus arriver ici à Conakry, que les parents veillent surtout aux enfants et que la police, s'il y a moins d'approfondir ces enquêtes, d'approfondir et de connaître et de chercher le propriétaire de cette voiture, comment cette voiture est arrivée là, pourquoi la voiture était garée là, est-ce que la voiture était là avant le drame, est-ce que la voiture était là lors des recherches? Quand même, il y a assez de questions que seule la police scientifique pourrait répondre. En tout cas, nous sommes à la porte de cette émission, à la fenêtre même de cette émission maintenant. Merci Yamoussa Cheikh Camara. On termine quand même par cette triste nouvelle. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Et donc, on ne peut rien faire. Ouais. Pour le moment, on attend la suite avec ces interrogations que nous nous faisons. En tout cas, tout ce que Mohamed Ba a dit, ça tient la route. Ça tient à la route. Mais avec le père d'un des pères des enfants qui dit qu'on a procédé à des recherches. Là-bas aussi, c'est une autre interrogation. Moi, je reste sur ma fin. Oui. Mohamed Ba, le PM, merci. Merci Abdallah. Mes sincères condoléances une fois de plus. C'est perdre un enfant. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, mes condoléances également à la famille Camara de Freya Quartier Aviation qui a perdu, un ami a perdu sa maman de ce côté. Maman Foulematou Camara qui est décédée hier, paix à votre âme, et toutes mes condoléances à la famille Camara du quartier Aviation du côté de Freya qui suit chaque jour cette émission. Nous prions pour le repos de l'âme de notre chère mère Foulematou Camara. Merci aux équipes techniques à Kande Bourari Sankon, l'enfant de Sila Modia, Salimatou Sissé, côté télé qui nous a accompagnés en compagnie de Vaba Koivogi. Merci à Moussa Dramé qui a réalisé cette émission pour nous ce matin, Michel Ouamounou, à Oumar Diallo, à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.